Nicolas était assis là, dans son costume italien sur mesure à 3 000 €, riant avec son avocat, un requin aux honoraires exorbitants, en pointant du doigt la chaise vide à côté de sa femme. Nicolas pensait que le divorce était déjà joué. Il pensait qu'en privant Valérie de ses comptes bancaires, elle s'effondrerait. Il avait même dit au juge qu'elle était trop incompétente pour engager un conseil. Mais Nicolas avait oublié un détail crucial du passé de Valérie, plus précisément qui lui avait donné la vie. Lorsque les portes de la salle d'audience s'ouvrirent à la volée et qu'elle entra, le sourire narquois ne fit pas que disparaître du visage de Nicolas. La couleur se vida de toute son existence. Vous êtes sur le point d'assister à la démolition judiciaire la plus brutale de l'histoire. L'air à l'intérieur de la salle 304 du palais de justice d'Avignon était vicié, sentant vaguement la cire à parquet et le vieux papier. C'était l'odeur des fins de parcours. Pour Nicolas, cependant, l'atmosphère avait une odeur de victoire. Nicolas ajusta les manchettes de son costume. S'adossant à sa chaise en cuir à la table du plaignant, il vérifia sa montre, une Patek Philippe vintage qui coûtait plus cher qu'un abonnement annuel au TER, et laissa échapper une expiration brève et moqueuse par le nez. Elle est en retard, chuchota Nicolas à l'homme à côté de lui. Ou peut-être qu'elle a enfin réalisé que ça coûte moins cher d'abandonner. À côté de lui était assis Pierre. Pierre n'était pas juste un avocat. C'était une arme. Associé principal du cabinet Dumont, Lefebvre et Associés, il était connu dans les cercles juridiques comme « le boucher du palais ». Il ne se contentait pas de gagner des divorces. Il incinérait l'opposition jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres et un règlement favorable. Pierre lissa sa cravate argentée, ses yeux scannant le dossier avec un ennui prédateur. Peu importe qu'elle vienne ou non, Nicolas, murmura Pierre, sa voix ressemblant à du gravier crissant sur du verre. Nous avons déposé la requête d'urgence pour geler les biens comme un lundi. Elle n'a aucun accès aux liquidités. Pas d'acompte signifie pas de représentation. Pas de représentation contre moi signifie qu'elle repart avec les miettes que nous déciderons de lui lancer. Nicolas eut un sourire en coin, regardant de l'autre côté de l'allée. Assise là, seule, se trouvait Valérie. Elle semblait plus petite que dans les souvenirs de Nicolas. Elle portait une simple robe gris anthracite qu'elle possédait depuis des années. Ses mains étaient croisées proprement sur la table en chêne marquée, ses doigts entrelacés si fort que ses jointures étaient blanches. Il n'y avait pas de pile de dossiers devant elle, pas de parajuriste chuchotant une stratégie, pas de carafe d'eau glacée, juste Valérie fixant droit devant elle le banc vide du juge. « Regarde là », gloussa Nicolas assez fort pour que les quelques spectateurs au fond entendent. Pathétique. J'ai presque de la peine pour elle. On dirait une biche face au phare d'un camion. Concentre-toi, avertit Pierre, bien qu'un petit sourire joua sur ses lèvres. Le juge Jean-Pierre est très à cheval sur le décorum. Finissons rapidement. J'ai une réservation pour un bœuf bourguignon et un verre de vin dans un bistrot à 13 h. Ne t'inquiète pas, Pierre. À 13 h, je serai un homme libre, et elle cherchera un gîte en Ardèche. L'huissier, un homme corpulent nommé Stéphane, qui avait vu assez de divorces pour perdre foi en l'humanité 2 fois, aboya, levez-vous. L'honorable juge Jean-Pierre préside. La salle se mit debout dans un bruissement. Le juge Jean-Pierre entra, sa robe noire flottant autour de lui. C'était un homme aux angles vifs et à la patience courte, connu pour vider son rôle avec une efficacité impitoyable. Il prit place, ajusta ses lunettes et scruta les parties. « Asseyez-vous », commanda Jean-Pierre. Il ouvrit le dossier devant lui. Affaire numéro 24, NIF 0091, Nicolas contre Valérie. Nous sommes ici pour l'audience préliminaire concernant le partage des biens et la demande de prestations compensatoires. Jean-Pierre regarda la table du plaignant. Maître Pierre, ravi de vous revoir. Et vous de même, monsieur le juge, dit Pierre en se levant avec fluidité. Nous sommes prêts à procéder. Le juge tourna son regard vers la table de la défense. Il fronça les sourcils. Valérie se leva lentement. Madame Valérie, dit le juge Jean-Pierre, sa voix résonnant légèrement dans la salle au haut plafond. Je vois que vous êtes seule. Attendez-vous un conseil? Valérie s'éclaircit la gorge. Sa voix était douce, tremblant légèrement. Je l'attends, monsieur le juge. Elle devrait être là d'une minute à l'autre. Nicolas laissa échapper un rire moqueur et théâtral. Il couvrit sa bouche de sa main, mais le son était inratable.
Les yeux du juge Jean-Pierre se dardèrent vers Nicolas. Y a-t-il quelque chose d'amusant, monsieur Nicolas? Pierre se leva immédiatement, posant une main restrictive sur l'épaule de Nicolas. Mes excuses, monsieur le juge. Mon client est simplement frustré. Cette procédure a traîné en longueur et la tension est significative. Gardez la frustration de votre client silencieuse, maître Pierre, avertit le juge. Il se tourna vers Valérie. Madame, l'audience a commencé il y a 5 minutes. Vous connaissez les règles. Si votre avocat n'est pas présent. Elle arrive, insista Valérie, sa voix gagnant une fraction de force supplémentaire. Il y avait de la circulation. De la circulation? Marmonna Nicolas, se penchant en avant pour que sa voix porte de l'autre côté de l'allée. Ou peut-être que le chèque a été refusé, Valérie. Oh, attends. Tu ne peux pas faire de chèque. J'ai annulé les cartes ce matin. Monsieur Nicolas. Le juge frappa de son marteau. Une autre explosion de ce genre et je vous tiendrai pour outrage à la cour. Mes excuses, monsieur le juge, dit Nicolas en se levant et boutonnant sa veste, feignant l'humilité. Je veux juste être juste ici. Ma femme est clairement confuse. Elle ne comprend pas la complexité de la loi. Elle n'a aucun revenu, aucune ressource. Je lui ai offert un règlement généreux la semaine dernière, 50 000 € et la Renault 4. Elle a refusé. Nicolas se tourna pour regarder Valérie, ses yeux froids et morts. J'ai essayé de t'aider, Valérie. Mais tu as insisté pour jouer à des jeux. Maintenant regarde-toi. Assise là avec rien. Tu n'as pas d'avocat parce que personne ne veut d'une cause perdue. Maître Pierre, contrôlez votre client. Claqua le juge Jean-Pierre. Monsieur le juge, intervint doucement Pierre. Bien que la passion de mon client soit regrettable, son point est valide. Nous perdons le temps de la cour. Madame Valérie n'a clairement pas assuré de représentation. Selon le précédent de l'arrêt Dupont contre État, nous demandons de procéder immédiatement à un jugement par défaut sur le partage des actifs. Elle a eu des mois pour se préparer. Le juge Jean-Pierre regarda Valérie. Il avait l'air fatigué. Madame, maître Pierre a techniquement raison. Le temps de la cour est précieux. Si vous ne pouvez pas produire un avocat maintenant, je dois supposer que vous vous représentez seul, et étant donné la complexité de la comptabilité judiciaire impliquée dans le patrimoine de votre mari, cela serait mal avisé. Je ne me représente pas seul, dit Valérie, ses yeux fixés sur les doubles portes en acajou au fond de la salle. S'il vous plaît, juste 2 minutes de plus. Elle gagne du temps, siffla Nicolas. Elle n'a personne. Son père était mécanicien et ses amis sont toutes des mères au foyer de banlieue. Qui va-t-elle appeler? SOS fantôme? Nicolas rit encore, un son aboyant et cruel. Il se sentait invincible. Il regarda Valérie, la femme qu'il avait juré d'aimer et de chérir, et ne vit qu'un obstacle qu'il était sur le point d'écraser. Il voulait l'humilier. Il voulait qu'elle sache que le quitter était la plus grande erreur de sa vie. Monsieur le juge, pressa Pierre, sentant la mise à mort. Je demande la radiation de sa demande de report. Mettons fin à cette mascarade. Le juge Jean-Pierre soupira. Il saisit son marteau. Madame Valérie, je suis désolé. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Nous allons procéder avec. Bam. Les doubles portes au fond de la salle d'audience ne s'ouvrirent pas simplement. Elles furent projetées avec une force qui fit trembler les cadres. Le son résonna comme un coup de feu. Tout le monde se tourna. Nicolas pivota sur sa chaise, agacé par l'interruption. Pierre fronça les sourcils, son stylo planant au-dessus de son bloc-notes. La salle d'audience tomba dans un silence stupéfait. Se tenant dans l'encadrement de la porte, ce n'était pas un avocat commis d'office ébouriffé. Ce n'était pas un avocat bon marché de centre commercial. Se tenait là une femme qui semblait avoir vers la fin de la soixantaine, bien que sa posture fût aussi rigide qu'une poutre en acier. Elle portait un tailleur blanc sur mesure qui coûtait plus cher que toute la garde-robe de Nicolas. Ses cheveux argentés étaient coupés en un carré net, d'une précision terrifiante. Elle portait des lunettes de soleil sombre, qu'elle retira lentement, révélant des yeux d'un bleu glacial perçant. Des yeux qui avaient dévisagé des sénateurs et des PDG. Derrière elle marchaient 3 jeunes collaborateurs, portant tous d'épais porte-documents en cuir,
se déplaçant en formation en V, comme des avions de chasse escortant un bombardier. La femme ne se précipita pas. Elle descendit l'allée centrale, le claquement de ses talons résonnant comme un métronome, comptant le temps restant à Nicolas sur terre. Pierre, le boucher du palais, laissa tomber son stylo. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. Son visage, habituellement un masque d'arrogance, devint pâle. Non, chuchota Pierre, un véritable tremblement dans la voix. C'est impossible. Qui est-ce? Demanda Nicolas, confus par la réaction de son avocat. C'est sa mère? La mère de Valérie est morte. Elle m'a dit qu'elle était orpheline. La femme atteignit la table de la défense. Elle ne regarda pas Valérie. Elle ne regarda pas le juge. Elle se tourna lentement et regarda directement Nicolas. Elle sourit, mais ce n'était pas un sourire gentil. C'était le sourire qu'un requin offre avant d'entraîner un phoque dans les profondeurs. Désolée pour le retard, dit-elle, sa voix suave, cultivée, et se projetant dans chaque coin de la salle sans microphone. J'ai dû déposer quelques requêtes auprès de la Cour de cassation concernant vos finances, monsieur Nicolas. Il a fallu plus de temps que prévu pour lister tous vos comptes offshore. Nicolas se figea. Le juge Jean-Pierre se pencha en avant, les yeux écarquillés. Maître. Déclinez votre identité pour le greffe. La femme plaça une carte de visite gaufrée or sur le bureau du sténographe. Elle se tourna vers le juge. Monique Beaulieu, dit-elle. Associée gérante principale chez Beaulieu, Roy et Mercier à Paris. Je notifie ma constitution en tant qu'avocat pour la défense. Elle fit une pause, puis regarda Nicolas à nouveau, et ajouta « Je suis aussi sa mère ». Le silence qui suivit l'introduction de Monique Beaulieu fut absolu. C'était le genre de silence qui suit généralement une explosion. Nicolas cligna des yeux, son cerveau essayant de traiter l'information. « Mère », bégaya-t-il, regardant de l'imposante femme en blanc à sa femme tremblante. « Valérie, tu as dit que ta mère était. Tu as dit qu'elle était partie. » Valérie leva enfin les yeux, le regard humide mais le menton haut. « J'ai dit qu'elle était partie de ma vie, Nicolas. Je n'ai pas dit qu'elle était morte. Nous étions brouillés jusqu'à hier. » Brouillés, répéta Monique Beaulieu, le mot roulant sur sa langue comme un verdict. Elle contourna la table de la défense, prenant la chaise à côté de Valérie. Elle n'étreignit pas sa fille. Pas encore. C'étaient les affaires. Elle posa un lourd porte-documents sur la table et fit claquer les loquets. Valérie a quitté la maison il y a 20 ans pour échapper à la pression de mon monde. Elle voulait une vie simple. Elle voulait être aimée pour ce qu'elle était, pas pour le nom Beaulieu. Monique tourna son regard vers Pierre. L'avocat adverse essayait actuellement de se faire tout petit sur sa chaise. « Bonjour, Pierre, dit Monique plaisamment. Je ne t'ai pas vu depuis le litige de la fusion Oracle Tech en 2015. Tu étais à peine un collaborateur à l'époque, n'est-ce pas? Tu allais chercher des croissants et une baguette pour les vrais avocats. » Pierre s'éclaircit la gorge, son visage virant au rouge sombre. « Maître Beaulieu, c'est un honneur. Je ne savais pas que vous étiez inscrite au barreau ici. » « Je suis inscrite au barreau de Paris, de New York, et devant la Cour internationale de justice à La Haye, répondit-elle sans rompre le contact visuel. Je traite généralement le droit constitutionnel et les fusions d'entreprises de plusieurs milliards. Mais quand ma fille m'a appelé en pleurant, me disant qu'un cadre marketing moyen avec un complexe de Napoléon la harcelait. Monique fit une pause, laissant l'insulte atterrir. J'ai décidé de faire une exception. Objection. Hurla Nicolas en se levant. La panique commençait à s'installer. Attaque personnelle. Pour qui se prend-elle? Ah si, monsieur Nicolas. Aboya le juge Jean-Pierre. Le juge regarda Monique avec un mélange de respect et de crainte. Tout le monde dans le monde juridique connaissait le nom de Monique Beaulieu. Elle était connue sous le nom de « le marteau de fer ». Elle avait plaidé d'innombrables affaires devant les plus hautes instances. Maître Beaulieu, dit le juge Jean-Pierre, le ton respectueux. Bien que votre réputation vous précède, nous sommes au milieu d'une audience concernant le partage des biens. Maître Pierre a déposé une motion pour jugement par défaut. Oui, j'ai vu cette motion, dit Monique en tirant un dossier de sa mallette. C'était mignon. Négligé, mais mignon. Elle se leva et marcha vers le banc,
tendant une épaisse pile de documents à l'huissier pour les donner au juge. Elle laissa tomber une pile en double sur le bureau de Pierre avec un bruit sourd. Maître Pierre prétend que ma cliente n'a ni actif ni représentation. C'est désormais caduc. De plus, Monsieur Nicolas prétend que les actifs en question, l'hôtel particulier et la maison de campagne en Normandie, ainsi que le portefeuille d'actions, sont sa propriété exclusive protégée par un contrat de mariage signé il y a 7 ans. Ce contrat est en béton, cria Nicolas. Elle n'a rien. Elle l'a signé. Monique se tourna vers Nicolas. Elle retira ses lunettes à nouveau. Monsieur Nicolas, savez-vous qui a rédigé le modèle standard pour la clause de coercition conjugale utilisée dans la jurisprudence française? Nicolas cligna des yeux. Quoi? C'est moi, dit doucement Monique. En 1998, j'ai participé à la rédaction de la législation qui définit exactement ce qui constitue la coercition lors de la signature d'un contrat marital. Elle tapota le document sur la table de Pierre. Et selon la déclaration sous serment que ma fille a fournie ce matin, vous avez menacé de tuer son chat et de couper l'accès au fond de la maison de retraite de sa grand-mère malade si elle ne signait pas ce papier la veille du mariage. La salle d'audience haleta. C'est un mensonge, hurla Nicolas, son visage devenant violet. C'est une menteuse. Nous avons aussi les messages textes de cette nuit-là, continua Monique, sa voix s'élevant juste assez pour couper ses cris. Récupérés du serveur cloud que vous pensiez avoir effacé. Pièce C, monsieur le juge. Le juge Jean-Pierre feuilleta jusqu'à la pièce C. Ses sourcils montèrent en flèche. Pierre tournait les pages frénétiquement. La sueur perlait sur son front. Monsieur le juge, nous n'avons pas eu le temps d'examiner ces preuves. C'est une embuscade. Une embuscade? Monique rit. C'était un son terrifiant. Maître Pierre, vous avez essayé d'obtenir un jugement par défaut contre une femme sans avocat pendant que votre client se moquait d'elle en face. Vous ne pouvez pas vous plaindre d'équité. Maintenant, parlons des finances. Monique se tourna vers la galerie, s'adressant à la salle comme si elle donnait un cours à des étudiants en droit. Monsieur Nicolas prétend que sa valeur nette est d'environ 8 millions d'euros, une somme respectable pour un homme de ses talents limités. Nicolas avait l'air sur le point de faire un AVC. Cependant, dit Monique en sortant un deuxième classeur plus épais. Mon équipe de comptables judiciaires, qui d'ailleurs traque habituellement le financement du terrorisme pour le ministère, a passé les 12 dernières heures à tracer le réseau complexe de sociétés écrans que Monsieur Nicolas a mis en place en Suisse et au Luxembourg. Elle laissa tomber le deuxième classeur. Boum. Il apparaît, monsieur le juge, que Monsieur Nicolas a détourné des biens matrimoniaux vers une société holding appelée Apex Venture depuis 5 ans. Le montant total caché n'est pas de 8 millions. Monique se pencha près de Nicolas, son visage à quelques centimètres du sien. C'est 24 millions d'euros. Et puisque vous avez omis de le divulguer sur votre déclaration financière signée sous peine de parjure ce matin. Monique sourit au juge. Cela constitue une fraude caractérisée. Nicolas s'affaissa sur sa chaise. Il regarda Pierre. Fais quelque chose, siffla-t-il. Pierre regarda les documents. Il regarda le juge, qui foudroyait Nicolas du regard avec une intensité brûlante. Puis il regarda Monique Beaulieu, qui vérifiait ses ongles manucurés. Je demande une suspension d'audience, croassa Pierre. Demande rejetée, dit instantanément le juge Jean-Pierre. Je veux en entendre plus sur ses comptes au Luxembourg. Maître Beaulieu, continuez s'il vous plaît. Monique lissa sa jupe. Merci, monsieur le juge. Mais avant d'arriver à la fraude, j'aimerais aborder la question des moqueries que ma cliente a endurées concernant son absence d'avocat. Elle retourna vers Valérie et posa une main sur son épaule. Pour la première fois, Valérie leva les yeux vers sa mère et sourit, un sourire véritable et plein d'espoir. Nicolas, dit Monique, sa voix descendant à un ton conversationnel, presque intime. Vous vous êtes moqué de ma fille parce que vous pensiez qu'elle était faible. Vous pensiez cela parce qu'elle est gentille. Qu'elle est sans défense. Vous avez confondu son silence avec de la soumission. Monique se tourna vers le greffier. Que le procès-verbal indique, déclara-t-elle clairement, que Valérie est maintenant représentée par Monique Beaulieu. Et je ne suis pas ici pour négocier un accord, maître Pierre. Elle regarda Nicolas, ses yeux brillant d'une lumière froide et dure.
Je suis ici pour tout prendre. L'hôtel particulier, les voitures, l'argent caché, la réputation. Je vais décortiquer votre vie couche par couche jusqu'à ce qu'il ne vous reste que ce que vous avez essayé de laisser à ma fille. Rien. Maître Pierre, dit Monique en désignant la barre. Votre témoin. L'air de la salle d'audience avait changé. Il n'était plus vicié. Il était électrique. Les quelques spectateurs au fond, principalement des clercs ennuyés et des retraités, se penchaient maintenant en avant, téléphone sorti, textant à des amis que quelque chose de majeur se passait dans la salle 304. Le juge Jean-Pierre se frotta les tempes. Maître Pierre, souhaitez-vous contre-interroger? Eh bien, je suppose qu'il n'y a pas encore de témoin. Maître Beaulieu, vous avez la parole. Merci, monsieur le juge, dit Monique en se tenant droite. J'appelle Nicolas à la barre comme témoin hostile. Nicolas se figea. Il regarda Pierre. Dois-je y aller? Tu es le plaignant, idiot, chuchota durement Pierre en essuyant la sueur de sa lèvre supérieure. Monte là-haut. Et pour l'amour de Dieu, ne mens pas. Elle sait tout. Nicolas marcha vers la barre des témoins. Ses jambes semblaient lourdes. Il s'assit et prêta serment. Il regarda la cour en essayant de retrouver son calme. Il était Nicolas. Il était un homme d'affaires prospère. C'était l'homme qui concluait les marchés. Cette vieille femme bluffait juste. Monique marcha vers le podium. Elle n'apporta aucun papier. Elle posa juste ses mains sur le bois et le regarda. Monsieur Nicolas, commença-t-elle, sa voix faussement légère. Parlons de la circulation que vous avez mentionnée plus tôt. La circulation qui a retardé ma fille. Nicolas ricana nerveusement. C'était une figure de style. Elle est toujours en retard. Elle est désorganisée. Désorganisée. Répéta Monique. Est-ce pour cela que vous gériez toutes les finances du mariage? Parce que Valérie était trop désorganisée pour comprendre les chiffres? Exactement, dit Nicolas, gagnant en confiance. Valérie est une rêveuse. Elle peint. Elle fait du bénévolat au refuge pour animaux. Elle ne comprend pas le retour sur investissement ou les positions en action. J'ai tout fait pour protéger notre avenir. Pour protéger votre avenir? Monique hocha la tête. Est-ce pour cela que vous avez acheté un appartement sur la Côte d'Azur le 14 mars de cette année? Celui listé sous la holding Holdings Nicolas SARL? Nicolas cligna des yeux. C'était un investissement immobilier pour le portefeuille. Étrange, dit Monique. Parce que selon les relevés de carte de crédit associés à cette propriété, relevés que vous avez essayé de déchiqueter mais que votre assistante a oublié de supprimer de la corbeille numérique. Vous avez acheté des meubles pour une chambre de bébé. Valérie haleta dans la galerie. Sa main vola à sa bouche. Nicolas devint pâle. C'était du homestaging pour la valeur de revente. Du staging? Dit Monique en s'approchant. Et le bracelet Rivière en diamant acheté place Vendôme 3 jours plus tard. Était-ce pour le staging aussi, ou était-ce pour la femme vivant dans l'appartement? Objection. Pierre se leva, bien qu'il semblât vouloir être n'importe où ailleurs. Pertinence, monsieur le juge. Le divorce pour faute n'impacte pas nécessairement le partage des biens de cette manière. Cela a un impact quand les fonds matrimoniaux ont été utilisés pour le faciliter, statua le juge Jean-Pierre, ses yeux se plissant vers Nicolas. Rejeté. Répondez à la question, monsieur Nicolas. Nicolas agrippa la barre du box des témoins. Je ne sais pas de quoi elle parle. Monique sourit. C'était le sourire d'un prédateur qui avait goûté le sang. Vous ne savez pas? D'accord, laissons la maîtresse de côté pour un moment. Nous reviendrons à Manon plus tard. Nicolas tressaillit au nom. Parlons de votre société, Apex Venture. Monique continua. Vous avez juré dans votre déclaration que votre revenu l'année dernière était de 400 000 €. C'est exact, dit Nicolas rapidement. Le marché était en baisse. Le marché était en baisse, se moqua Monique. Elle se tourna vers le juge. Monsieur le juge, j'ai ici des relevés bancaires de la Banque nationale du Luxembourg.
il montre un virement de 2 millions d'euros entrant sur un compte contrôlé par Apex Venture le jour exact où Monsieur Nicolas prétendait que le marché était en baisse. Elle tint un morceau de papier. Et voici le bordereau de retrait. Monsieur Nicolas, pouvez-vous dire à la cour pourquoi vous avez utilisé ces 2 millions? Nicolas resta silencieux. Sa gorge était sèche. Je vais vous aider, dit Monique. Vous avez acheté de la crypto-monnaie, spécifiquement une monnaie intraçable que vous avez stockée sur un disque dur cold storage, un disque dur qui se trouve actuellement dans un coffre à la banque BNP Paribas, coffre numéro 404. La mâchoire de Nicolas tomba. Comment? Comment avez-vous? Je suis Monique Beaulieu, dit-elle simplement. Trouver de l'argent est ce que je fais. Maintenant, voici le problème, Nicolas. Vous n'avez pas déclaré ces 2 millions. Vous n'avez pas déclaré la crypto, et vous ne l'avez certainement pas partagé avec votre femme. Monique se pencha, sa voix tombant à un murmure qui porta à travers la salle silencieuse. Vous vous êtes moqué de ma fille parce qu'elle n'avait pas d'avocat. Vous pensiez qu'elle était stupide. Mais la seule chose stupide dans cette salle, Nicolas, c'est de penser que vous pouviez voler 2 millions, les cacher dans une boîte, et ensuite parader avec votre petite amie sur la Côte d'Azur pendant que ma fille découpait des coupons pour acheter des courses. Je ne l'ai pas volé, cria Nicolas, craquant sous la pression. C'est mon argent. Je l'ai gagné. Elle restait juste à la maison à peindre des tableaux stupides. Elle n'a rien contribué. Pourquoi devrait-elle avoir la moitié de mon génie? La salle d'audience devint mortellement silencieuse. Le juge Jean-Pierre regarda Nicolas avec un pur dégoût. Monsieur Nicolas, venez-vous d'admettre officiellement que l'argent existe et que vous l'avez intentionnellement caché pour empêcher votre femme de recevoir sa part équitable? Nicolas regarda le juge, puis Pierre. Pierre avait le visage enfoui dans ses mains. Je. Bégaya Nicolas. Plus de questions pour ce témoin, dit Monique en lui tournant le dos. Elle retourna à la table et s'assit à côté de Valérie. Valérie pleurait silencieusement. Monique tendit la main et prit celle de sa fille, la serrant fort. Ça va, chuchota Monique. Il est fini. Pierre était un homme qui tirait fierté de sa survie. Il avait navigué dans les eaux traîtresses des divorces de la haute société pendant 20 ans. Il savait quand se battre, quand transiger, et surtout, quand couper une corde pour sauver son propre cou. Alors que Nicolas descendait maladroitement de la barre des témoins, ressemblant à un homme qui venait de faire 12 rounds avec un boxeur poids lourd, Pierre faisait déjà le calcul mental. Nicolas venait d'admettre le parjure et la fraude en pleine audience. Le juge était furieux, et assise de l'autre côté de l'allée se trouvait Monique Beaulieu, une femme qui avait le pouvoir non seulement de gagner cette affaire, mais de déposer des plaintes déontologiques qui pourraient priver Pierre de sa licence. Pierre, siffla Nicolas en s'effondrant sur sa chaise. Arrange ça. Fais quelque chose. Objecte à la preuve du disque dur. Dit qu'elle a été obtenue illégalement. Pierre ne regarda pas son client. Il commença à emballer sa mallette. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Nicolas, la panique montant dans sa voix. Pierre se leva. Il boutonna sa veste. Monsieur le juge, dit Pierre, sa voix stable. À ce stade, je dois respectueusement demander à me retirer comme conseil pour le plaignant, monsieur Nicolas. Les yeux de Nicolas s'exorbitèrent. Quoi? Tu ne peux pas démissionner. Je t'ai payé un acompte de 50 000 euros. Monsieur Nicolas, dit le juge Jean-Pierre en regardant par-dessus ses lunettes. Nous sommes au milieu d'une audience. C'est hautement irrégulier. Monsieur le juge, continua Pierre, choisissant ses mots soigneusement pour éviter de violer le secret professionnel tout en sauvant sa peau. Un conflit éthique a surgi qui rend impossible pour moi de continuer à représenter ce client. En tant qu'auxiliaire de justice, je ne peux pas subordonner le parjure. Basé sur le témoignage que mon client vient de donner, ma représentation continue compromettrait mes obligations professionnelles. Traduction, il a menti. Il s'est fait prendre. Et je ne coulerai pas avec lui. Espèce de lâche. Hurla Nicolas. Il se jeta sur Pierre, agrippant le revers de l'avocat. Je te paie. Tu travailles pour moi. Huissier. Cria le juge Jean-Pierre. Stéphane bougea avec une vitesse surprenante pour un grand homme. Il saisit Nicolas par l'arrière de son costume coûteux et le plaqua sur sa chaise.
Asseyez-vous et taisez-vous ou vous allez en cellule, grogna Stéphane. Nicolas s'assit en respirant lourdement, sa cravate de travers. Il regarda autour de la salle. Il était seul. Vraiment seul. Le juge Jean-Pierre regarda Pierre. Maître Pierre, je n'accorde pas votre retrait pour le moment. Vous allez rester assis là et vous assurer que les droits de votre client sont protégés jusqu'à ce que cette audience se termine. Après cela, vous pourrez déposer les motions que vous voulez, mais vous ne quittez pas cette salle d'audience. Le visage de Pierre tomba, mais il hocha la tête. Oui, monsieur le juge. Il s'assit, déplaçant sa chaise à 60 cm distinct de Nicolas. Monique Beaulieu regarda ce spectacle avec un détachement froid. Elle se leva à nouveau. Monsieur le juge, dit-elle, puisque le conseil de monsieur Nicolas est toujours présent, bien qu'à contre-cœur, j'aimerais appeler mon prochain témoin. Ce témoin aborde la question de la moralité, spécifiquement concernant la demande de monsieur Nicolas pour une prestation compensatoire, demande qu'il a eu l'audace de déposer contre ma fille. Appelez votre témoin, dit le juge, semblant épuisé. J'appelle Manon, dit Monique. La tête de Nicolas se releva brusquement. Non, chuchota Théil. Elle n'oserait pas. Les portes au fond de la salle s'ouvrirent à nouveau. Une jeune femme entra. Elle était d'une beauté stupéfiante, portant une robe bleu marine modeste. Elle avait l'air terrifiée. Elle passa devant Nicolas sans le regarder. Nicolas tendit la main. Manon, bébé, ne fais pas ça. Elle s'écarta de lui comme s'il était radioactif. Manon prit place à la barre. Elle prêta serment. Mademoiselle Manon, dit doucement Monique. Merci d'être venue. Je sais que c'est difficile. Pouvez-vous dire à la cour votre relation avec le plaignant, Nicolas? Manon prit une respiration tremblante. J'étais sa petite amie ces 2 dernières années. J'étais? Demanda Monique. Oui, dit Manon, sa voix gagnant en force. J'ai rompu avec lui ce matin. Pourquoi avez-vous rompu avec lui ce matin, mademoiselle Manon? Manon regarda Nicolas. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais aussi de colère. Parce que, dit-elle, sa voix tremblante. Parce que madame Beaulieu m'a montré les SMS que Nicolas a envoyés à son autre petite amie à Lyon. La salle d'audience explosa. Même le juge semblait choqué. Silence. Le juge Jean-Pierre frappa de son marteau. Silence. Nicolas avait l'air d'être sur le point de vomir. Mademoiselle Manon, continua Monique, imperturbable face au bruit. Monsieur Nicolas a-t-il jamais discuté de sa femme, Valérie, avec vous? Tout le temps, dit Manon. Il m'a dit qu'elle était folle. Il a dit qu'elle était un fardeau. Il a dit. Elle fit une pause, regardant Valérie avec pitié. Il a dit qu'il allait la détruire au tribunal. Il s'en vantait. Il a dit qu'il allait la laisser sans rien juste pour le sport. Il appelait ça sortir les poubelles. Valérie couvrit son visage de ses mains, sanglotant doucement. Il m'a dit, continua Manon, sa voix s'élevant, qu'il avait un avocat qui était un tueur et que Valérie était trop stupide pour se défendre. Il a dit qu'il allait la rendre sans abri, pour qu'elle doive revenir en rampant vers lui, suppliant pour de l'aide. Il a dit qu'il voulait la posséder. Monique laissa les mots pendre dans l'air. Ils étaient laids. Ils étaient cruels. Et ils étaient le dernier clou dans le cercueil de Nicolas. Merci, mademoiselle Manon, dit doucement Monique. Plus de questions. Monique se tourna vers Pierre. Contre-interrogatoire? Pierre regarda Nicolas, qui fixait la table, vaincu. Pierre regarda le juge. Pas de questions, monsieur le juge. Le juge Jean-Pierre retira ses lunettes et les nettoya lentement avec un chiffon en microfibre. Il ne regarda pas les papiers devant lui. Il regarda Nicolas. Monsieur Nicolas, commença le juge, sa voix dangereusement basse. En 20 ans sur le banc, j'ai vu des comportements vraiment méprisables. J'ai vu des gens se battre pour des chiens, pour de l'argenterie, pour des enfants, mais j'ai rarement vu un étalage d'arrogance et de malice tout à fait comme celui-ci. Nicolas ne leva pas les yeux. Vous êtes entré dans ma salle d'audience, continua le juge, sa voix s'élevant. Et vous vous êtes moqué du processus judiciaire. Vous vous êtes moqué de votre femme.
Vous avez tenté d'utiliser cette cour comme une arme pour abuser d'une femme que vous aviez juré de protéger. Vous avez commis un parjure. Vous avez commis une fraude. Le juge se tourna vers Valérie. Madame, je vous dois des excuses. La cour aurait dû vous protéger plus tôt. Valérie hocha la tête, essuyant ses yeux. Monique passa un bras autour d'elle. Cependant, dit le juge Jean-Pierre en remettant ses lunettes, je suis maintenant en position de rectifier cela. Il prit son stylo. Je rends une ordonnance provisoire immédiatement. Le jugement final suivra une fois que l'équipe de Maître Beaulieu aura terminé un audit complet des actifs de Monsieur Nicolas. Chaque centime. Premièrement, statua le juge, je gèle tous les actifs appartenant à Nicolas, Apex Venture, et toute autre entité qu'il contrôle. L'accès est accordé uniquement à Madame Valérie et son conseil. Nicolas gémit. Deuxièmement, j'accorde à Madame Valérie l'usage exclusif et immédiat du domicile conjugal, l'hôtel particulier, et de la propriété en Normandie. Monsieur Nicolas, vous avez 2 heures pour vider les lieux. Vous pouvez prendre vos vêtements et articles d'hygiène personnelle. C'est tout. Si vous retirez un seul meuble, un seul tableau, ou une seule ampoule, je vous ferai arrêter. Troisièmement, dit le juge en regardant Pierre, Maître Pierre, je transmets la transcription de l'audience d'aujourd'hui au bureau du procureur de la République pour des charges potentielles concernant le parjure et la fraude contre votre client. Et je suggère que vous coopériez pleinement si vous souhaitez garder votre licence. Oui, monsieur le juge, dit rapidement Pierre. Enfin, dit le juge en regardant Monique. Maître Beaulieu, concernant les frais juridiques. Monique sourit. Oui, monsieur le juge. Monsieur Nicolas paiera 100% des frais juridiques de Madame Valérie. Étant donné votre taux horaire standard, j'imagine que cela sera substantiel. Très substantiel, monsieur le juge, convint Monique. L'audience est levée, le juge Jean-Pierre frappa de son marteau. Alors que la salle se vidait, Nicolas resta assis là, assommé. Sa vie était finie. En 2 heures, il était passé d'un playboy multimillionnaire à un criminel potentiel sans endroit où dormir. Il leva les yeux pour voir Monique et Valérie emballer leurs affaires. Valérie semblait différente. Elle se tenait plus droite. Le poids avait disparu. Nicolas se leva, ses jambes tremblantes. Il marcha vers elle. Valérie, râla-t-il. Valérie, s'il te plaît. Tu ne peux pas faire ça. Où vais-je aller? Valérie le regarda. Elle n'avait plus l'air en colère. Elle avait juste l'air d'en avoir fini. Avant qu'elle ne puisse répondre, Monique s'interposa entre eux. Elle dominait Nicolas, même s'il faisait la même taille. Sa présence était un mur physique. Monsieur Nicolas, dit Monique, sa voix glaciale. Ma fille ne parle pas aux criminels. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire à mon jeune collaborateur. Elle pointa l'un des jeunes avocats derrière elle, un homme à l'air vif nommé Léo. Léo, donne ta carte à monsieur Nicolas. Léo tendit une carte à Nicolas. Maintenant, dit Monique en prenant le bras de Valérie. Écartez-vous de mon chemin. Nous avons un déjeuner de célébration qui nous attend. Je crois que Valérie a de la peinture à rattraper. Elles passèrent devant lui. Valérie ne se retourna pas. Nicolas les regarda partir. Il regarda les lourdes portes en bois se refermer, scellant son destin. Il regarda Pierre, qui était déjà au téléphone, appelant probablement son propre avocat. Nicolas était seul, mais l'histoire n'était pas tout à fait finie. Alors que Monique et Valérie sortaient sur les marches du palais de justice, clignant des yeux sous le soleil brillant d'Avignon, une berline noire s'arrêta. Mais ce n'était pas la voiture de Monique. La fenêtre s'abaissa. Un homme était assis sur le siège arrière. Il était plus âgé, avec des cheveux argentés et un visage qui semblait taillé dans le granit. Il regarda Monique, puis Valérie. Valérie se figea. Papa. Monique se raidit. Elle agrippa sa mallette plus fort. Bonjour, Monique, dit l'homme. Sa voix était profonde et imposait l'attention, même par-dessus le bruit de la circulation urbaine. J'ai vu les nouvelles. Le marteau de fer est de retour. Tu as fait toute une scène là-dedans. J'ai fait ce qui devait être fait, Jean, dit sèchement Monique. Je sais, dit l'homme. Il regarda Valérie.
Valérie, ça fait longtemps. Valérie regarda entre sa mère et le père qu'elle n'avait pas vu depuis 20 ans. Le père qui avait pris le parti de Nicolas quand il s'était marié, parce que c'était une bonne fusion commerciale. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Valérie. « Je suis là, » dit Jean en ouvrant la portière de la voiture. « Parce que Nicolas me doit de l'argent. Beaucoup d'argent. Et j'ai entendu dire que vous deveniez de prendre tout ce qu'il a. » Il sortit de la voiture. Il n'était pas là pour serrer sa fille dans ses bras. Il était là pour son investissement. Monique se plaça à nouveau devant Valérie. « Elle ne te doit rien, Jean. La dette de Nicolas est le problème de Nicolas. » Pas selon les papiers du prêt, dit Jean en sortant un document de sa veste. Nicolas a mis l'hôtel particulier en garantie pour un prêt privé de ma firme il y a 6 mois. S'il fait défaut, ce que je suppose qu'il est sur le point de faire, cet appartement m'appartient. Valérie sentit le sol se dérober sous ses pieds à nouveau. Juste au moment où elle pensait avoir gagné sa maison, le passé revenait la hanter d'une direction différente. Monique regarda le document. Ses yeux se plissèrent. Elle scanna la signature. « Tu as signé ce prêt avec lui ?» demanda Monique, regardant son ex-mari avec incrédulité. Sachant qu'il cachait des actifs. « Les affaires sont les affaires, Monique, » dit Jean avec un haussement d'épaule. « Je ne savais pas qu'il te le cachait. Je savais juste qu'il avait besoin de cash. Et maintenant je réclame mon dû aujourd'hui. » Il regarda Valérie. « Je suis désolé, ma chérie, mais cet appartement est à moi. Tu devras trouver ailleurs où rester. » Valérie sentit les larmes revenir. Elle venait de récupérer sa maison, seulement pour la perdre au profit de son propre père sur le parking. Monique regarda Jean. Puis elle regarda le document à nouveau. Un sourire lent et dangereux s'étala sur son visage. Le même sourire qu'elle avait donné à Nicolas juste avant de le détruire. « Oh, Jean !» Monique gloussa sombrement. « Tu aurais vraiment dû lire les petits caractères sur l'acte avant de lui prêter cet argent. » Jean fronça les sourcils. « Quoi ? La partie 6 va être intéressante, » chuchota Monique pour elle-même. Le bruit de la rue sembla s'estomper, ne laissant que la tension entre les 3 membres de la famille debout sur le trottoir. Jean se tenait près de sa voiture noire élégante, tenant le document qui menaçait de défaire tout ce que Monique venait d'accomplir à l'intérieur du tribunal. Il regardait son ex-femme et sa fille, non pas avec affection, mais avec le calcul froid d'un homme équilibrant un grand livre. « C'est une hypothèque standard, Monique, » dit Jean, sa voix dénuée d'émotion. « Nicolas a emprunté 2 millions d'euros à ma société de capital investissement. Il a mis l'acte de l'hôtel particulier en garantie. Il a fait défaut sur le premier paiement hier. La propriété est à moi. » Valérie sentit ses genoux faiblir. Elle agrippa le bras de sa mère pour se soutenir. « Est-ce vrai ? Peut-il faire ça ? Papa, comment as-tu pu ? » « C'est les affaires, Valérie, » dit Jean, bien qu'il eût la grâce de paraître légèrement mal à l'aise. « Nicolas est venu me voir avec une proposition commerciale. Je ne savais pas qu'il te volait. Mais l'argent est l'argent. Je ne peux pas juste effacer une perte de 2 millions. J'ai des investisseurs. » Monique Beaulieu ne tressaillit pas. Elle n'avait pas l'air inquiète. En fait, elle avait l'air de réprimer un rire. Elle s'approcha de Jean, ses talons claquant rythmiquement sur le béton. Elle arracha le document de sa main, ses yeux scannant le texte avec une précision laser. Section 4, clause B, lut Monique à haute voix, son ton moqueur. L'emprunteur certifie qu'il a la propriété exclusive et libre de toute charge de la propriété collatérale. Elle leva les yeux vers Jean par-dessus le bord de ses lunettes de soleil. As-tu fait une recherche de titre, Jean, ou as-tu juste fait confiance à l'homme qui porte trop d'eau de Cologne et t'appelle monsieur ? Jean fronça les sourcils. Mon équipe a fait une vérification préliminaire. Le nom de Nicolas est sur l'acte. Son nom est sur la copie de l'acte qu'il t'a montré, corrigea Monique. Elle fouilla dans sa propre mallette et sortit un dossier bleu. Mais si tu avais vérifié correctement les registres du cadastre, tu aurais vu l'amendement déposé en 2018. Elle tendit le dossier bleu à Jean. En 2018, quand Valérie était enceinte avant la fausse couche, j'ai convaincu Nicolas de transférer la propriété dans une fiducie familiale pour la protéger de la responsabilité fiscale, expliqua Monique.
Il a accepté parce qu'il est avide et déteste payer des impôts, mais il n'a pas lu les statuts de la fiducie. Monique sourit, et c'était la chose la plus terrifiante que Valérie eût jamais vue. La fiducie stipule que toute utilisation de la propriété comme garantie nécessite la signature des deux bénéficiaires. Valérie n'a jamais signé ton accord de prêt, n'est-ce pas, Jean? Jean regarda le document dans sa main. Il regarda la ligne de signature. Il y avait un gribouillage qui ressemblait à « Valérie », mais c'était tremblant. Il l'a contrefaite, chuchota Valérie, réalisant la profondeur de la trahison de Nicolas. Il a imité ma signature. Monique hocha la tête. Exactement. Alors, Jean, voici ton dilemme. Tu détiens un accord de prêt basé sur une signature contrefaite impliquant une propriété détenue dans une fiducie. Cela rend le contrat nul. Le visage de Jean vira à une nuance de gris qui correspondait au trottoir. Si le contrat est nul, alors je n'ai aucune réclamation sur l'appartement. Correct? Dit Monique joyeusement. Et cela signifie que tu as actuellement perdu 2 millions sans aucune garantie. Ce salaud, grogna Jean, froissant le papier dans son poing. Il m'a arnaqué. Il a arnaqué son propre beau-père. Il l'a fait, convint Monique. Et si tu essaies d'expulser Valérie, je poursuivrai ta société pour prêt prédateur et acceptation de documents falsifiés. Je bloquerai ta firme dans des litiges pour si longtemps que tes petits-enfants seront ceux qui régleront l'affaire. Elle s'approcha, sa voix tombant à un murmure. Ou tu peux faire la bonne chose pour une fois dans ta vie misérable. Jean regarda Monique, puis Valérie. Il vit la femme adulte que sa fille était devenue. Il vit la force dans sa mâchoire, une force qu'elle avait héritée de sa mère. Pas de lui. Que veux-tu? Demanda Jean. Pas, dit Monique. Poursuis Nicolas personnellement pour la dette. Saisis ses salaires. Prends sa montre. Je m'en fiche. Mais l'appartement reste à Valérie. Et tu t'excuses auprès d'elle. Jean hésita. C'était un homme fier, mais c'était aussi un homme d'affaires qui savait quand il avait été déjoué. Il soupira, un long son dégonflé. Il se tourna vers Valérie. Valérie, dit-il, sa voix bourrue. Je ne savais pas pour la falsification. Je n'aurais pas dû faire affaire avec lui. Je suis désolé. Valérie regarda son père. Il y a des années, elle aurait supplié pour son approbation. Maintenant, elle ressentait juste une pitié distante pour lui. C'est bon, papa, dit-elle doucement. Tu peux y aller maintenant. J'ai un déjeuner prévu avec mon avocate. Jean hocha la tête une fois, avec raideur. Il remonta dans sa voiture. La portière claqua et le véhicule s'inséra dans la circulation, disparaissant dans la ville. Monique le regarda partir, puis épousseta ses mains comme si elle venait de sortir les poubelles. Bien, dit Monique en se tournant vers Valérie avec un sourire chaleureux et authentique. C'est réglé. Maintenant, à propos de ce déjeuner. Je meurs de faim, et je crois que nous avons 20 ans de rattrapage à faire. Valérie regarda sa mère. La femme qu'elle avait crainte, la femme qu'elle avait fui, venait de lui sauver la vie. Valérie s'avança et entoura Monique de ses bras. Monique se raidit une seconde. Elle n'était pas habituée aux câlins, mais ensuite elle se détendit, serrant sa fille en retour férocement. Tu m'as manqué, maman, pleura Valérie sur son épaule. Je sais, chuchota Monique, sa voix épaisse d'émotion. Tu m'as manqué aussi, ma chérie. Je ne vais nulle part cette fois. 3 mois plus tard, la galerie dans le Marais était bondée. Des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne et de hors-d'œuvre. L'éclairage était parfait, illuminant les grandes toiles vibrantes accrochées au mur blanc. L'exposition s'intitulait « Renaissance ». Valérie se tenait au centre de la pièce, portant une superbe robe rouge qui lui allait parfaitement. Elle tenait un verre d'eau pétillante, riant avec un groupe de collectionneurs d'art qui se battaient pour le prix de sa peinture centrale. La peinture intitulée « Le marteau » dépeignait une scène de tribunal stylisé. Au centre se trouvait une figure de lumière brisant des chaînes de ténèbres. C'était puissant, brut et indéniablement brillant. « C'est magnifique, Valérie, dit un collectionneur. Vendu. Je me fiche du prix. Valérie sourit. Merci. Cela signifie beaucoup pour moi.
Depuis le coin de la salle, Monique Beaulieu regardait avec fierté. Elle sirotait un martini, élégante comme toujours. Elle n'était plus juste une avocate. Elle était une future grand-mère pour le nouveau chaton adopté de Valérie et une présence constante dans sa vie. Monique vérifia son téléphone. Elle avait une notification. C'était une alerte info du Monde, l'ex-cadre disgracié Nicolas condamné à 5 ans pour fraude électronique et détournement de fonds. Monique tapa sur l'article. Il y avait une photo de Nicolas. Il avait l'air terrible. Ses cheveux s'éclaircissaient. Il ne s'était pas rasé et il était conduit hors d'un tribunal menotté. L'article détaillait comment son propre avocat, Pierre, avait témoigné contre lui en échange de l'immunité. Il mentionnait les millions qu'il avait volés, la falsification des documents de son ex-beau-père, et la crypto-monnaie cachée que la police avait saisie dans le coffre-fort. Il avait tout perdu, l'argent, les femmes, la réputation et sa liberté. Monique sourit, balaya la notification et mit son téléphone dans son sac à main. Elle n'avait pas besoin de lire le reste. Elle avait été au premier rang pour le verdict plus tôt ce jour-là. Elle marcha vers Valérie. « Tu as un point rouge sur chaque peinture », nota Monique. « Tu as tout vendu. »« Je n'arrive pas à y croire, » dit Valérie, les yeux brillants. « Maman, merci pour tout. Si tu n'avais pas franchi ces portes. Tu aurais trouvé ton chemin finalement, » dit Monique. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Valérie. Tu as survécu à lui pendant 5 ans. Je t'ai juste aidé à finir le combat. » La porte de la galerie s'ouvrit et une bourrasque de vent s'engouffra. Un homme se tenait là. Ce n'était pas Nicolas. Il était actuellement en cours d'admission à la prison de la Santé. C'était Léo, le jeune collaborateur du cabinet de Monique. Il avait l'air excité. Il marcha droit vers elle. « Maître Beaulieu, Valérie, » dit Léo, essoufflé. « Désolé de m'incruster à la fête, mais le chèque de règlement de la vente de la maison en Normandie vient d'être encaissé, et bon, vous devez voir ça. » Il tendit une tablette à Valérie. Sur l'écran se trouvait un solde de compte bancaire. C'était le résultat de la liquidation des actifs restants de Nicolas, plus les dommages et intérêts punitifs que la Cour avait accordés à Valérie pour préjudice moral et abus financiers. Le nombre était stupéfiant, assez pour assurer que Valérie n'ait plus jamais à se soucier de l'argent, assez pour ouvrir son propre studio, assez pour lancer la fondation pour les survivants d'abus domestiques dont elle rêvait. Valérie regarda le nombre, puis sa mère. « C'est fini, » dit Valérie doucement. « C'est vraiment fini. »« Non, » corrigea Monique, trinquant son verre contre celui de Valérie. « Ça ne fait que commencer. » Dehors, les lumières de la ville scintillaient. Quelque part dans une cellule froide, Nicolas réalisait que la femme qu'il traitait de stupide et faible venait de devenir l'architecte de sa destruction. Il avait commis l'erreur classique d'un narcissique. Il pensait que parce que Valérie était calme, elle n'avait rien à dire. Il avait oublié que les tempêtes les plus bruyantes commencent souvent par une chute de pression, un changement de vent, et un silence qui hurle le danger. Et il avait certainement oublié que si une femme peut essayer de pardonner, une mère n'oublie jamais. Valérie se tourna vers ses invités, son rire résonnant clair et libre. Elle n'était plus la femme en robe grise fixant une table vide. Elle était Valérie Beaulieu, artiste, survivante, et fille du marteau de fer. Et elle avait encore beaucoup de peinture à faire. Nicolas a appris à la dure que le silence n'est pas une faiblesse. C'est juste une pause avant de recharger. Il pensait pouvoir priver Valérie de sa dignité juste parce qu'il contrôlait les comptes bancaires. Mais il avait sous-estimé la force inarrêtable de l'amour d'une mère mélangée à un diplôme en droit de haut niveau. Valérie n'a pas seulement gagné sa liberté. Elle a réclamé sa voix, son art et sa vie, laissant Nicolas avec rien d'autre qu'un uniforme de prison et une vie de regret.